Absolument. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien déjà. Si quelqu'un peut mettre un petit message pour savoir si vous voyez bien la présentation, si vous m'entendez bien, pour qu'on puisse démarrer. Stéphane, par exemple, si tu peux mettre un petit message. Ok, cool. Merci Aline. Du coup, merci à tous d'être ici pour ce webinaire Comprendre les enjeux de l'entreprise pour réussir sa mission. On accueille aujourd'hui Stéphanie, qui est la CTO de Matrix, et notre CTO Adrien. Bonjour. Je vais laisser Adrien se présenter et présenter un petit peu Thérapeutic. Et merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions pour que je puisse les poser à Stéphanie et Adrien. Et si on n'y a pas répondu pendant la présentation, on fera une petite session questions-réponses à la fin. Voilà, à toi Adrien. Ok, alors bonjour tout le monde, je vais me présenter puis je vais présenter rapidement Thérapeutic. Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'informatique. Je suis passé par tous les stades classiques entre développeur, lead dev, chef de projet technique, responsable d'un pôle, CTO. Et puis après, j'en ai eu marre et j'ai monté ma boîte du coup avec mon associé Stéphane qui lui a un profil plus métier business. Donc on a monté Thérapeutic. Thérapeutic, c'est une plateforme. Alors, on veut être différent de un peu toutes les autres plateformes du marché. Nous, on vous propose que des missions qui sont des clients finaux. Évidemment, tout est gratuit pour les freelances. Et on essaye d'allier tout ce qui est tech et humain. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas tout automatiser, mais on peut quand même faire pas mal de choses. Notamment, on a un système de matching automatique qui prend en compte ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire, un système de tests techniques gratuits, illimité, pour pouvoir prouver que c'est pas juste du déclaratif ce que vous savez faire, mais vous nous le prouvez. Et puis de l'humain, puisque on vous accompagne de A à Z. Hein. Vous avez des questions, on est là. Vous cherchez une mission, on est là. Vous avez des problèmes avec la mission actuelle, on est là. Enfin, voilà. Il y a vraiment, on essaye d'allier les deux. Et on est très fiers de ce qu'on a réussi à faire et on essaye de faire encore mieux. Et notamment de participer un peu à l'écosystème du freelancing en France, parce que je pense que c'est quelque chose de très porteur et de super intéressant, et qu'il n'y a pas assez de gens qui le savent. Voilà. Et je vais maintenant laisser la parole à Stéphanie. Bonjour. Alors moi, c'est Stéphanie. Rapidement, moi, ça fait pas 20 ans que je suis dans le développement. Je me suis reconvertie en intégrant l'école 42 en 2014. J'ai fait avant ça, j'ai géré un magasin d'informatique, mais rien à voir avec le dev. J'ai fait de l'entrepreneuriat et du freelance. Et j'accompagne Matrix, donc l'association dans laquelle je suis CTO depuis 2016 et je suis CTO depuis 2018 au sein de Matrix. Matrix, c'est un institut d'innovation technologique et sociale. On fait différentes choses, donc on touche un petit peu à tout au niveau de l'équipe technique. On fait de l'innovation. On accompagne des grosses boîtes, des grosses structures dans une démarche de transformation. Par exemple, on travaille avec l'Assemblée nationale sur comment mettre de l'IA sur le dépôt des amendements. On fait de l'entrepreneuriat également. On a des programmes de formation à l'entrepreneuriat où on mélange des écosystèmes, on mélange des profils très différents pour innover sur une thématique avec un gros partenaire qui porte cette thématique-là. Et on fait de la formation plus initiale où on a une formation au développement et à la gestion de projet qui s'appelle la formation Tech Manager. Et on va peut-être basculer sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire Adrien. Oui, alors, donc la première question, Stéphanie, d'après toi, un développeur, c'est qui? C'est quoi? Je pense que d'après moi, le développeur, il est encore, malheureusement, toujours associé au geek qui travaille dans son garage, qui va recevoir sa mission sans vraiment être intégré à l'équipe, sans être intégré dans l'écosystème et dans la prise de décision. On va aujourd'hui vers quelque chose qui doit être différent, parce j'ai lu un article qui est très intéressant ce matin
sur le développement, c'est l'industrie 4.0. On va vers remplacer les employés qui sont en usine. Aujourd'hui, la plus-value d'un développeur, c'est un développeur qui s'investit et qui pense également au produit. Et d'ailleurs, toi, c'est quoi les reproches que tu fais aux développeurs? Très souvent, effectivement, on reproche aux développeurs, c'est des gens qui vont travailler dans leur coin, qui vont appliquer sans prendre de recul ce qu'on leur demande de faire, ou qui vont expliquer que c'est pas possible, que c'est débile. Alors c'est caricatural, mais il y a un fond de vérité là-dessus, et je pense que c'est avant tout un problème de communication en fait. Et voilà, le premier souci, c'est ce qu'on appelle un manque d'ownership. Et ça, je pense que c'est aussi au rôle des managers de ces développeurs, dans le rôle du CTO notamment, que de pousser leurs développeurs à comprendre ce qu'ils font et surtout pas juste ce qu'ils font, mais pourquoi ils le font. Parce que ça permet, on le verra dans les prochaines slides, ça permet d'énormément simplifier la communication avec les autres services et notamment la frustration que les autres services ont souvent de c'est des gens, ils comprennent rien au business, ça les intéresse pas, on leur explique que c'est important, ils nous croient pas ou en tout cas ça change rien pour eux et ils font des choses qui ne marchent pas, etc., ou ils se font plaisir dans leur coin. C'est souvent l'image qu'on a des développeurs et je pense que c'est aussi à nous côté tech de combattre cette image parce qu'elle est en partie fondée et il faut qu'on leur montre en fait qu'on sait s'intéresser au business et on sait s'intéresser aux problématiques et ce qui fait la différence entre un bon développeur et un très bon développeur, c'est vraiment cette appétence business, comprendre pourquoi je fais ça et on le verra tout à l'heure, le challenger. Et c'est vraiment une étape, c'est ce qui va vous faire vous passer d'un développeur normal à demain un très bon développeur et surtout si demain vous êtes CTO, vous voulez être CTO, c'est indispensable d'avoir ce point de vue là. Voilà. Donc on va voir justement comment régler tout ça. Alors les 4 grandes thématiques qu'on a décidé d'aborder, c'est comprendre le produit et les enjeux de l'entreprise pour être justement un meilleur développeur, c'est développer le produit en prenant en compte les enjeux d'évolution du produit et de facto de l'entreprise. Les services tech et métiers, comment est-ce qu'on bosse efficacement avec eux? On a quelques anecdotes d'ailleurs sur le sujet. Et les problèmes quand on arrive dans une mission, dans une grosse entreprise. Donc, on va commencer sur comprendre le produit et les enjeux de l'entreprise. Adrien, c'est quoi le type d'entreprise que tu as rencontré, toi? Alors, nous, on a, dans mon expérience personnelle et dans les missions de nos clients, on a plusieurs types d'entreprises. Alors, je vais rester un peu caricatural, mais c'est plus simple comme ça pour l'expliquer. On a le cas d'une entreprise qui est, on va dire, assez moderne, bien équipée, avec déjà des équipes techniques plutôt compétentes et qui vont chercher un renfort, vraiment une expertise technique sur un domaine. Habituellement là, du coup, l'apport de la personne qui arrive dans cette équipe, c'est vraiment une expertise technique. Il n'a pas besoin de tout bouleverser en termes d'organisation ou en termes de remise en question du besoin métier. Parce que ce sont des entreprises qui ont déjà cette maturité-là et cette compréhension de l'intérêt que le business et la tech ont de travailler ensemble. Ça, on va dire, c'est le cas idéal. Là, votre apport en tant que freelance, c'est vraiment un apport très d'expertise pointue technique. Et ensuite, complètement à l'inverse, on a des entreprises qui ont peu ou pas d'appétence technique et qui recherchent, au-delà de quelqu'un qui sait faire du développement ou qui maîtrise une méthode, quelqu'un qui va leur permettre non seulement de s'organiser, mais en plus de prendre le recul nécessaire pour remettre en question le besoin du client. Parce que justement, un client qui n'a aucune compétence technique aura tendance à demander des choses qui lui paraissent, lui, très logiques, mais qui sont en pratique ultra complexes à mettre en place, ou de par l'expérience du freelance, il sait que ce n'est pas possible ou que c'est une vision peut-être un peu has-been d'une demande, etc. Et là, il est de votre devoir de pas juste tête dans le guidon, je fais ce qu'on me demande, je réfléchis pas, mais d'arriver vraiment à remettre ça en question
de comprendre bien du coup le contexte de votre entreprise. Je suis dans quel type d'entreprise? Est-ce que c'est une entreprise qui sait déjà bien gérer, qui sait ce qu'elle veut et qui est cohérente et qui a des compétences techniques, ou est-ce que je suis dans une sorte de no man's land et là je vais devoir en fait un peu éduquer mon client et lui apporter, au-delà de ce que je sais faire techniquement, un apport à la fois de méthodo et organisationnel et quelque part ensuite aussi business en fait. Voilà. Et du coup, comprendre du coup le contexte, c'est aussi comprendre en fait le produit. Et là, je laisse Stéphanie reprendre la main sur pourquoi comprendre le produit. C'est important de comprendre le produit quand on arrive dans une entreprise, en plus de comprendre le produit, parce que selon la phase dans laquelle se trouve ton produit, et on va décliner ces phases-là juste après, ta mission va pas être la même. Quand tu es dans ces différentes phases, tu vas te retrouver parfois à devoir faire du dev, parfois à devoir challenger, parfois à devoir respecter des deadlines. Et si tu comprends ton produit, tu es capable d'apporter la meilleure solution et la meilleure prestation. Et donc, ce que je propose, c'est qu'on passe par ces différentes phases de produits. Tu as la phase de lancement, de croissance, de maturité et de déclin. Et c'est systématiquement par là que vous allez passer dans vos missions. On va peut-être d'abord commencer par la phase de lancement et les enjeux business. Quand tu as un produit qui est en phase de lancement, l'enjeu il est vraiment métier. Et ton rôle à toi, c'est de faire économiser du temps, c'est de challenger le besoin, et c'est d'aller au marché tout de suite. Peut-être que tu as une petite expérience avec Cherrypick quand tu as monté la plateforme. Voilà, quand on a, en fait, quand on a lancé la plateforme, j'ai deux anecdotes en fait qui montrent ce qu'il faut faire et pas faire dans une phase de lancement. Quand on a lancé la plateforme, on a dès le début décidé qu'il faudrait que notre plateforme soit internationale, même si aujourd'hui on est franco-français à 99,99%. Et donc la plateforme, elle est déjà en 2 langues et elle est sur une infrastructure, un choix logiciel qui permet en fait de mettre autant de langues qu'on veut très facilement. Et c'est un vrai choix qui a coûté un peu plus cher au démarrage, mais qui a permis. Attendez, juste 30 secondes. Juste 30 secondes, petit. Excusez-moi, petit problème à la maison. Donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, le fait de faire ce choix dès le début, d'avoir quelque chose qui sera multilingue, nous a permis d'économiser en fait énormément de temps. Quand on s'est dit, ok, maintenant on a une version anglaise, non, en fait, ça nous a quasi rien coûté à part les traductions. Et dans un autre cas, dans ma vie antérieure, j'avais donc on travaillait, j'étais dans une start-up qui faisait du e-commerce pour du prêt-à-porter pour hommes. Et mon patron voit un concurrent sortir un nouveau concept et il me demande de faire la même chose. Sauf que notre plateforme était absolument pas adaptée pour ça. Et comme il voulait le truc tout de suite en un mois, on a pris le choix d'une plateforme complètement différente. Donc effectivement, en un mois, on a sorti la fonctionnalité. Donc c'était un modèle économique complètement différent. Sauf que très rapidement, quand le volume a augmenté, on s'est cassé les dents parce qu'on était complètement bloqué sur à terme sur l'architecture technique. Ça nous coûtait infiniment plus cher de devoir retravailler sur l'infra après coup que si on l'avait pris en compte dès le début. Donc ça, c'est ultra important de comprendre dès le début vers quoi on veut aller. Et ça arrive de se tromper et de devoir itérer, comme tu disais. Mais c'est important de prendre tous ces aspects et de vraiment prendre la décision la plus adaptée à ce moment-là. Alors, au-delà des enjeux business et de temps de développement, il y a aussi les enjeux techniques. C'est important dans cette phase-là et surtout quand on rentre en mission, de connaître tout l'écosystème dans le développement. Moi, j'ai une mission qui s'est passée
assez bien sur le fond. On a dû réaliser un site internet pour une administration et on s'est retrouvé en fait à la fin sur un déploiement qui a été sous-traité par une entreprise. Et en fait, le fait que ce déploiement soit sous-traité nous a apporté des contraintes et donc on a dû refondre une grande partie du site internet, des contraintes qu'on n'avait pas au moment du développement. Et donc il faut dès le départ savoir qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller pour savoir quels choix sont les plus pertinents. Ouais. Et du coup, on a déjà parlé des limites du POC, qui est forcément l'anecdote d'Adrien. Si ton POC il prend de l'ampleur, il faut être capable de pouvoir gérer ça. Voilà, en fait, pour éviter l'aspect un peu déceptif avec le client, faut se mettre d'accord dès le début. Est-ce que c'est un POC ou est-ce que c'est un POC qui va devenir un MVP, qui va devenir une V1 ? Parce que si c'est ce cas-là, le POC, vous devez déjà partir sur les bonnes technos. Si par contre, c'est vraiment juste un POC pour montrer qu'on accepte, entre guillemets, que ce soit jetable, pas de souci, vous êtes libre sur les technos et faites au plus vite. Mais si derrière, vous voulez récupérer le POC, c'est ultra important de partir sur la bonne techno. C'est le gain de temps initial va être payé x 1000 quand vous allez essayer de grossir. Ça, c'est terrible. Autre point, en termes il y a vraiment un sujet dans votre POC cette phase de lancement au-delà du POC, de priorisation, d'être très pragmatique. Alors, il y a toute la méthode agile, etc., qu'on connaît tous. Moi, je vous invite à regarder une méthode qui est un peu différente, qui s'appelle Shape Up. C'est par les personnes qui ont fait Basecamp, j'imagine que vous connaissez. En fait, ils sont une toute petite équipe et ils ont fait un produit assez incroyable en bossant 3-4 jours par semaine max. C'est parce qu'ils se concentrent vraiment sur des étapes très simples et vraiment que sur les choses qui sont importantes. On vous parlera de ça. Enfin, on a mis des liens à la fin de la présentation. Vous verrez, je vous invite vraiment à lire ce doc des fondateurs de Basecamp. C'est ultra intéressant sur comment rester pragmatique et efficace en fait dans mes développements lors d'une phase de lancement. Voilà. Du coup, je pense qu'on a tous compris ce qui se passe quand on arrive sur un produit qui est en phase de lancement. C'est de l'arbitrage constant, c'est la prise en compte des enjeux business, des enjeux de temps, des perspectives. On n'en parle pas là parce qu'on le détaillera après, mais des perspectives d'évolution pour pas tomber sur ces problématiques de limitation du POC quand on arrive sur le marché, et surtout comprendre l'écosystème dans lequel on va évoluer, l'écosystème technique, et faire des choix qui sont pertinents. Toujours arbitrer entre gain de temps et perte de temps à la fin. Et donc, on a ensuite la phase de croissance. Adrien, tu me disais que la phase de croissance, c'est la même chose que la phase de lancement. C'est ça. Voilà, avec des enjeux beaucoup plus intéressants, enfin beaucoup plus importants. En fait, la phase de croissance, vous avez un enjeu qui est important parce que vous avez déjà un historique. Donc déjà un historique, ça veut dire déjà une dette technique à gérer, qui va, si elle n'est pas gérée, devenir exponentielle. Et quand vous êtes en phase de croissance, vous devez aller vite. Donc vous devez continuer à aller vite comme quand vous étiez en phase de lancement. Mais vous avez un périmètre qui est beaucoup plus grand. Et vous avez là, votre job, c'est de faire des compromis entre le time to market. Ok, je dois faire ça, je dois le faire rapidement, mais je dois le faire bien aussi parce que sinon je vais exploser ma dette technique et je vais le payer un jour ou l'autre. C'est là où il faut négocier assez sec avec le métier. Et pour pouvoir négocier assez sec avec le métier, faut comprendre en fait ce que veut le métier. Et arriver à faire passer au métier, par exemple, une sorte de pause sur les évolutions parce que vous avez besoin d'absorber un peu la dette technique, c'est assez compliqué et il faut une certaine légitimité que vous n'aurez pas forcément au début quand vous arrivez, pour arriver à expliquer à un directeur du marketing ou à un DG que là, pendant 3 semaines, vous allez plus rien livrer parce qu'en fait, vous allez faire une montée de version du framework ou autre. Ça peut être un peu compliqué. Souvent, ce qu'il faut faire, c'est du coup faire passer cette montée de version, par exemple,
avec une petite livraison de fonctionnalités. C'est ultra stratégique de continuer à réussir à maintenir la dette technique pendant la croissance. Bon, ça, j'imagine que vous en doutez un petit peu. Et moins l'entreprise, on va dire, a d'appétence technique, moins ces enjeux techniques vont leur parler. Et plus vous allez devoir faire de la pédagogie. Donc là, on verra un petit peu comment tout à l'heure arriver à négocier avec le client. Et c'est voilà. L'excès inverse qui peut arriver dans certaines boîtes, c'est moi j'ai toujours connu ça avec des architectes Java. Je ne sais pas s'il y en a dans parmi les participants. Il y a une tendance à faire de la surqualité. Donc on met un beau framework, on empile les couches, c'est ultra propre, mais finalement on perd complètement la réalité des choses vis-à-vis de l'intérêt business. On fait un truc très propre, mais qui ne sert pas à grand-chose au final. Donc là, c'est vraiment l'excès inverse. Alors, ça arrive rarement, mais ça peut arriver quand même. Voilà. Donc, en conclusion, c'est toujours arriver à un compromis entre l'intérêt business, le court terme, le time to market et la gestion de la dette technique. Et la gestion de l'historique également, parce qu'on a parlé du POC qui est juste un POC. Si on est passé d'un WordPress à une vraie solution, ça marche. Mais si on itère la première solution, c'est important de vraiment le faire correctement. Je vais pas citer le nom de cette énième administration, mais on a souvent les grosses entreprises qui décident de faire de la duplication, de rajouter des surcouches à des produits qui sont en pleine croissance et qui ont une utilisation croissante. Et au final, on se retrouve très rapidement avec quelque chose qui est ingérable, où on peut même plus venir toucher le cœur, où les bases de données sont dispatchées avec des données qui sont dupliquées partout. Donc il y a une vraie importance de comprendre le produit et de résorber cette dette à ce moment-là. Exactement. Voilà. Alors, la phase de maturité, c'est pour moi, de mon point de vue, la plus confortable, entre guillemets, parce que dans cette phase-là, en fait, ça roule, il n'y a plus d'urgence dans le sens où il n'y a pas de nouvelles énormes fonctionnalités à livrer, la roadmap n'est pas trop serrée, et vous pouvez du coup passer plus ou moins en loose day quelques réductions de dette technique. Après, le seul challenge que je vois dans ces phases-là, c'est qu'en fait, on commence un petit peu à désengager et des ressources et des budgets sur ce projet-là, ce produit-là, pour les engager sur d'autres nouveaux projets, nouveaux produits. Et qui dit désengagement dit aussi moins de priorisation, donc un métier parfois moins disponible pour répondre aux questions, des délais de décision qui vont se rallonger. Et du coup, parfois une frustration à gérer de ce côté-là. Mais ça reste quand même des challenges qui sont infiniment moins complexes que dans les phases précédentes. Je sais pas si Stéphanie, si tu as des choses à rajouter sur cette partie-là. Non, je pense que tu as tout dit. Je suis désolée. Du coup, on peut passer à la phase suivante. Je me dis que c'est bien quand j'ai craché beaucoup de temps, vraiment. Mais ouais, ta fille est d'accord. Les aléas du direct. Et alors, du coup, on va passer sur la phase de déclin. Alors, celle-là est moins sympathique. Il y a deux, pour moi, il y a deux versions. Il y a soit la phase de déclin qui est acceptée, c'est-à-dire qu'elle est prévue, elle est volontaire. C'est vous êtes en fin de cycle d'un projet, d'un produit. Il va être remplacé par un autre produit. Donc là, c'est de la TMA. Enfin, la TMA, c'est de la maintenance. Il n'y a personne qui va vouloir investir là-dedans dans les nouvelles fonctionnalités et il est inutile d'investir dans la réduction de la dette technique. Le challenge là-dessus, c'est que c'est souvent peu intéressant. Donc le challenge, c'est d'arriver à trouver des gens intéressants qui s'impliquent et à la fois côté technique et côté métier, parce que finalement, plus personne ne veut entendre parler de ce produit. Et encore, ça, c'est un moindre mal. Quand vous êtes dans le déclin subi, c'est-à-dire, en fait, finalement, votre outil
votre produit, il est has-been parce que vous avez sous-investi dedans, vous n'avez pas investi dans des bonnes manières, et il est en train de se faire tailler des croupières par les concurrents. La boîte est en train de se casser la figure. Il n'y a plus de budget, mais il faut quand même essayer de sauver les meubles. Et Alors, là, c'est ouais. À ce moment-là, c'est aussi un beau challenge. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un beau challenge parce qu'on doit remonter dans une phase de croissance, même si c'est compliqué puisqu'on a le legacy à gérer et on n'a pas les moyens. Mais il y a un besoin d'itération et de remettre le produit sur le marché, d'ajouter des fonctionnalités. Voilà. Et là, la solution, c'est d'être ultra pragmatique et de travailler avec des gens qui acceptent de ne pas faire leur princesse, de souvent travailler sur des vieilles technos, sur de vieux systèmes. J'ai une anecdote. Dans une ancienne vie, travaillé dans une société qui n'a pas fait évoluer son SI, son front e-commerce pendant des années, et qui aujourd'hui se retrouve à être incapable de trouver des gens pour maintenir son site. Et c'est un cercle vicieux parce que plus personne n'est là pour maintenir le site. Ils n'ont pas le budget pour le migrer vers une nouvelle techno. Donc, le site devient de plus en plus, on va dire, dépassé puisqu'il n'y a plus assez d'évolutions qui sont faisables dessus. Et ils sont bien embêtés. Donc, c'est absolument quelque chose à anticiper, à éviter. Quand vous arrivez sur ce genre de projet, déjà, bon courage et félicitations d'avoir cette volonté de le faire. Mais la seule solution que vous avez, c'est d'être ultra pragmatique. C'est-à-dire, on va pas vous demander de faire des trucs très jolis, parfaits. On va vous demander de faire des trucs qui fonctionnent, qui marchent. Et on va dire, à la limite, tant pis pour la dette technique à ce moment-là. Ça devient malheureusement un luxe de gérer la dette technique. Parce que là, la seule solution, c'est une migration complète vers une nouvelle plateforme, une nouvelle solution. Qui peut être impossible dans le cadre de l'exemple que je donnais sur l'administration qui a fait de la surcouche et de la duplication de bases de données. En fait, maintenant, le système est utilisé par tellement de services, tellement de monde et tellement d'administration qu'on peut plus toucher, on peut plus supprimer ces bases de données, on peut plus aller toucher le code cœur parce que justement, il y a trop d'utilité. Et ça prendrait trop de temps et d'argent de refaire un nouveau produit. Et notamment, c'est pour ça que tout le, on va dire, le back-end très profond des banques est encore en COBOL. Et si vous voulez un métier d'avenir, soyez développeur COBOL, parce qu'il y en a tellement peu que ils s'arrachent sur le marché. Ah bon, par contre, c'est pas ultra excitant, je crois. Et c'est bien payé. Donc, on a vu les différentes phases du produit. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est mettre l'accent sur quand vous développez, quand vous arrivez dans une mission, pourquoi c'est important aussi de prendre en compte les potentielles évolutions. Et on a mis cette question-là, c'est est-ce que je fais ce que l'entreprise me demande ou est-ce que je le challenge? Ouais. Et pourquoi c'est important? Déjà, on va dire qu'aucun dev ne veut avoir son code qui est jeté à la poubelle au bout de 2 à 6 mois. Quand vous êtes dans une mission courte, il n'y a rien de pire que de travailler pour rien et de voir sa solution et ce qu'on a développé ne pas être utilisé. On a besoin que nos solutions elles collent aux besoins des demandeurs et des utilisateurs finaux et il faut penser également au coût de l'itération. Adrien, je crois que tu avais une anecdote sur le sujet. Moi, j'en ai une aussi sur l'anticipation. Il y avait l'histoire de la plateforme qui était multilingue dès le début. Donc je pense qu'on en a déjà parlé. Je te laisse du coup ton anecdote, parce qu'elle me paraissait très intéressante quand tu m'en avais parlé. C'est vrai, parce que ça va faire le lien après sur bosser avec les services. Nous, quand on a fait notre V2 de notre site internet, ce qu'on a anticipé côté tech, c'est
l'automatisation des contenus. Parce on a un intranet, on a des contenus qui sont disséminés un peu partout. Et donc, dès le départ, on a décidé d'automatiser la récupération de ces contenus-là pour pouvoir gagner en productivité à long terme. Et en fait, le fait de penser ça au moment du développement du site internet, ça te permet d'être plus rapide quand tu vas ajouter ces fonctionnalités au fur et à mesure de récupération de contenu. Et chez nous, ça nous a fait gagner beaucoup de temps parce qu'on a la com qui ne se tape plus à retaper toutes les équipes qu'on a chez nous. Et donc, on voulait finir sur relation one-shot ou relation long terme. Pourquoi c'est aussi important pour vous en tant que freelance de challenger, de prendre en compte les évolutions. C'est aussi pour la réputation que vous allez vous créer derrière. Parce que le client, il est satisfait sur l'instant quand tu as fait exactement ce qu'il te demandait. Mais si tu le challenges et si tu prends en compte, par exemple, que tu vas devoir te connecter à telle API, que derrière, il va y avoir une fonctionnalité où tu vas avoir des groupes d'utilisateurs, à ce moment-là, le client, il sera content sur le long terme parce que quand il va voir que son itération, elle lui coûte énormément d'argent et qu'il est obligé de tout refaire, il va pas vanter tes mérites au sein de son réseau. Alors que si tu te positionnes en tant que coach, au final, en tant que véritable partenaire, tu vas pouvoir créer avec lui une relation de long terme et il va pouvoir aussi partager ton profil sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Il y a un côté où c'est la facilité, je fais ce qu'il me demande, je me pose pas de questions, et si ça marche pas, c'est de la faute du client parce que de toute façon il me demandait un truc qui était court-termiste et qui fonctionnait pas, et c'est facile. Par contre, lui dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, moi je te propose autre chose, c'est plus long, c'est plus cher, mais fais-moi confiance, c'est plus compliqué. Par contre, derrière, si ce que vous faites, effectivement, ça permet d'asseoir une architecture à long terme et que le client comprend que c'est un vrai investissement, derrière, non seulement il va continuer à vouloir travailler avec vous, et ça, nous, on a des missions, les gens, ils sont en freelance depuis plus d'1 an et demi chez le client. Et c'est parce qu'ils sont satisfaits de cette relation long terme et pas juste parce que c'est quelqu'un qui est comme une sorte de machine à qui je mets une spec en entrée et il y a du code qui est en sortie. Ça, c'est complètement évité. Et là, vous créez une vraie relation de conseil, en fait, de coach, de conseil et surtout de confiance. Et derrière, c'est génial d'avoir une entreprise qui dit mais ce gars, si j'ai un problème, je pense à lui, évidemment, c'est avec lui que je veux bosser. Et ça, c'est important. Mais par contre, effectivement, il y a un coût d'entrée qui est de se dire ah ben non, ce que vous me proposez, ce que vous me demandez de faire, c'est pas ça la bonne solution. Je vais vous proposer autre chose. Faites-moi confiance. Et il faut arriver à poser la crédibilité, sa légitimité au début d'une mission. Ça peut être un peu complexe, mais ça reste quelque chose de très important. Ça fait une très belle transition avec Service Tech et comment bosser efficacement avec le métier et le reste de l'entreprise. C'est parfois pas facile. Moi, j'ai un collègue qui est un ancien, qui est chez nous aujourd'hui, qui est un ancien product owner de chez Amazon, où à un moment donné, ça se passait très mal dans la collaboration pour la réalisation d'un projet. Et ce collègue-là, il m'a dit 80% du temps, il va falloir que tu dises non à la demande qui t'est faite. Et pour dire non, il suffit de challenger cette demande. Donc il suffit de leur demander des mesures, d'être force de proposition aussi, parce que quand tu challenges une demande, c'est pas juste non, je vais pas le faire. C'est pourquoi est-ce que tu as besoin de le faire et comment est-ce que on peut le faire autrement. Comment est-ce qu'on peut arbitrer entre nous. Sur quoi tu t'appuies, mesurer. Alors je vais un petit peu n'importe comment dans les bullet points, mais si tu mesures les besoins du métier, tu les mesures avec eux. Bien sûr, à l'origine, c'est eux qui doivent les mesurer. Mais si tu prends en compte ces mesures et que tu collabores avec eux et que tu leur amènes d'autres constats, tu prends à toi la charge aussi de comprendre correctement le produit, leurs attentes. Tu vas pouvoir aussi challenger plus facilement et donc dire non plus facilement quand la demande n'est pas justifiée.
Exactement. Et il y a alors, pour revenir sur la mesure, il y a quelque chose qui n'est pas applicable sur tous les projets, mais les tests AB. Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est très contre-intuitif. Le comportement des utilisateurs, notamment en B2C, est très contre-intuitif par rapport à ce que pense souvent le métier, le marketing, le e-commerce. Et le fait de faire des tests AB permet de montrer en fait réellement quels sont les bons choix. Et que ça permet au métier de prendre un peu de recul par rapport à ses demandes initiales. Parce qu'évidemment, on pense toujours être persuadé d'avoir raison dans ces cas-là. Et ça peut être très vite mal pris si on vous dit non, ce que vous dites, ça marche pas, j'ai une autre idée. Là, si vous êtes factuel, vous montrez des mesures, vous montrez, typiquement la version A, elle marche moins bien que la version B, pour telle raison, ils n'ont pas le choix, ils doivent le reconnaître. Et autre point très important, en tant que CTO, en tant qu'expert technique, c'est d'être agnostique dans ses choix de technologie. Parce qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui dit alors là, je sais ce qu'il vous faut un truc en Node.js, en Java, en je ne sais pas quoi, non pas parce que c'est ce qui correspond aux besoins du client, mais juste parce que c'est ce que vous maîtrisez en fait. C'est naturel de partir sur les choses qu'on maîtrise, mais c'est source de potentiellement gros ennuis plus tard. Parce que derrière, une autre personne va débarquer, va challenger à raison votre choix, et vous n'aurez pas d'argument, parce que l'argument de base, parce que je connaissais, donc on est parti là-dessus, ça ne marche pas. Et voilà, donc agnostique et être ultra pragmatique. Et pour être ultra pragmatique, c'est très simple, c'est un peu le fond de la méthode agile en fait. C'est, on me demande de faire ça, moi j'arrive à décomposer cette demande en plusieurs demandes, et en fait, avec 20% de la charge initiale, je fais 80% de la demande, et les 20% des trucs en plus de la demande qui sont ultra complexes et qui apportent pas grand-chose, c'est 80% du temps supplémentaire, je m'arrête aux 20 premiers pourcents en fait. Et je livre vite, et derrière, je le montre à mes utilisateurs, mes clients, et on repart sur une itération. C'est ce que je fais en interne avec Cherrypick, parce que je suis à la fois un peu le côté dev et le côté product owner, et on va dire que mon métier à moi, c'est l'équipe de recruteurs qui me demandent pas mal de choses très différentes, et je les challenge systématiquement pour essayer de simplifier au mieux techniquement, pour qu'il y ait peu d'impact technique sur les évolutions, tout en essayant de rendre le meilleur, on va dire, les meilleures fonctionnalités. Avec des cycles très courts, ça leur permet, eux, d'apercevoir que, ah bah tiens, ce que je t'ai demandé, je pensais que c'était super utile. Une fois que je le vois, en fait, en pré-prod, finalement, bof. Donc, on va pas investir plus loin sur ce truc, on va essayer de modifier cette évolution. Ça arrive très souvent et c'est normal, parce que c'est impossible pour quelqu'un d'anticiper complètement comment va fonctionner un nouveau produit ou autre. Donc, il faut être ultra pragmatique, et pragmatique, c'est des cycles courts, des évolutions simples et très itératives. Voilà. Et c'est plus facile. Alors, pardon, je termine juste. C'est plus facile de dire non à un client en lui disant non, on va pas faire comme ça tout de suite. On va faire un petit bout. On va le mettre en prod dans 2 semaines et tu vas me dire ce que tu en penses. Et si ça te plaît toujours, on continue le reste. C'est vachement plus simple à entendre que non, c'est nul, on va pas faire ça. Évidemment, je caricature un peu. Ouais, voilà, je te laisse. Et surtout, pour que le client l'accepte plus facilement, je m'entends en double, c'est assez bizarre. Pour que le client l'accepte plus facilement, il faut d'abord passer par une phase d'écoute de ce client. Il faut du coup poser les questions et vraiment comprendre les besoins, parce que la demande chez eux, elle est pas injustifiée. Il y a une réflexion quand même derrière, et il faut essayer de démonter avec eux cette réflexion, et le fait d'être à l'écoute et d'être aussi bienveillant, ça permet d'avoir plus de légitimité quand on va venir challenger ses choix, quand on va venir apporter d'autres solutions. Et donc, on va pouvoir faire la transition avec l'écoute sur les grosses entreprises, où là, c'est plus complexe de se faire écouter, parce que on a des services qui sont organisés en silos, où la demande est créée très en amont. Moi, je vais donner un exemple que j'ai eu, où
c'était dans la construction d'une formation pour mettre à niveau les équipes IT d'un grand groupe. Et en fait, toute la construction, les besoins de l'équipe IT, ce qu'ils devaient apprendre là où ils avaient des difficultés, nous ont été rapportés et on s'est retrouvés en réunion à chaque fois uniquement avec des RH qui n'avaient pas la compétence métier. Donc on se retrouve souvent à ce moment-là dans des cycles décisionnaires en V et pas forcément avec les gens dont on a besoin sur le moment pour prendre les bonnes décisions. D'où l'importance d'identifier le décisionnaire au tout début. Et je crois que tu as une anecdote assez marrante, Adrien, sur un outil qui a été installé. Alors, malheureusement, j'en ai plein sur ce type de choses. J'en ai plusieurs, toutes dans la même boîte. Je sais pas si c'est bon signe pour cette boîte. La première, c'était toujours dans une vie antérieure. Un des fondateurs, enfin le DG de la boîte, qui nous a demandé quelque chose de complètement irréaliste, qui était, pour vous donner un exemple, c'était de la livraison de pain au chocolat, donc avec un panier moyen à 1,15 €. Mais le DSI a refusé de monter au créneau pour challenger ce besoin en disant non, c'est débile, pour des raisons très politiques, il voulait pas se cramer. Donc on a dû vraiment travailler avec toute une équipe entière plusieurs semaines pour cadrer le projet, pour à la fin prouver que ça coûtait trop cher par rapport à tout l'investissement qu'il fallait mettre, installer des logiciels de caisse dans chaque boulangerie de France et de Navarre, etc. Alors qu'on aurait pu très rapidement dire non là-dessus, parce que le DG n'avait aucune compétence, on va dire, technique, et n'avait pas il était impossible de le challenger directement. Et la DSI n'avait pas le courage de le challenger. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein, sur un problème vraiment de silo, c'est-à-dire le marketing qui est il y a un commercial qui fait une démo d'un outil au marketing. Le marketing devient red dingue de cet outil et nous demande de le mettre en place. Il signe avec l'entreprise avant même que nous, on ait eu le temps de regarder un petit peu techniquement comment on allait implémenter ça. On a été obligé de l'implémenter parce que c'était signé, donc il fallait l'utiliser, on le payait quoi qu'il arrive. Et cette implémentation était désastreuse parce qu'elle faisait sauter tous les paramétrages par défaut de l'application e-commerce. Elle a nécessité en fait de redévelopper une grande partie des services côté front. Et elle a eu des impacts en termes d'intégration, en termes de performance, en termes de maintenance. Et pire que ça, le marketing, le directeur marketing qui avait demandé cet outil est parti dans les 3 mois vers d'autres horizons, et on s'est retrouvé avec une nouvelle équipe marketing qui de toute façon n'utilisait pas cet outil. Enfin, c'était une catastrophe. Tout ça parce que le marketing prend ses décisions dans son coin. Le silo marketing, c'est moi qui dois gérer la façon dont je pousse mes produits sur le site. Je prends une décision tout seul dans mon coin, et derrière, on se retrouve dans un énorme cul-de-sac avec un terrible gâchis de temps, d'argent, de ressources et de motivation pour tout le monde. Donc l'organisation en silo, c'est surtout dans les grosses entreprises. Ça l'est aussi dans les moyennes, et ça l'est malheureusement parfois aussi dans les petites, mais c'est quand même moins souvent. Et à ce moment-là, il faut être capable de rester neutre, toujours être pragmatique, et essayer en tout cas d'être force de proposition. Et on parle de ces entreprises qui fonctionnent en mode silo, mais on a de plus en plus d'entreprises qui vont vers de l'organisation en mode agile. Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui viennent chez nous, qui créent des équipes projets où on intègre métiers et développeurs pour le faire en mode start-up, pour avoir des projets qui sont plus pertinents. Mais la majeure partie des grands groupes reste encore comme ça. Et donc après, on voit tout ce qu'on vous a écrit, de la mauvaise communication, l'info elle remonte mal parce que les métiers ne comprennent pas que l'IT ne veut pas le faire, ou ne peut pas le faire, ou que ça met 10 ans à être développé.
s'il y a, ça va dans bosser ensemble. Si il y a une écoute des deux côtés, côté métier et côté tech, on va se retrouver avec plus de facilité à gérer un produit. Après, on a aussi des difficultés dans ce type d'entreprise parce qu'on a des circuits de décision qui sont très longs et très complexes. À la moindre modification, il va falloir monter une dizaine d'échelons et en fait, au moment où la décision est prise, la modification, elle sert plus à grand chose. Et il y a très peu de prise en compte de ce qui est de l'alimentation de la dette technique. Il y a très peu de capacités, de moyens qui sont mis sur comment améliorer nos produits, comment est-ce que on va faire des solutions pérennes. Exactement. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple dans ces cas-là, une petite structure. Si j'en prends Cherrypick, on est 7, entre un besoin qui est émis par mon métier et la spécification, le cadrage de ce besoin, des fois il se passe moins de 2 heures. Et dans les 2 semaines, c'est livré en prod. Alors évidemment, c'est plus simple parce qu'on est tous assis côte à côte et on n'est pas dans une grande structure avec des circuits de décision très très longs, avec notamment souvent malheureusement aussi beaucoup d'aspects politiques qui ralentissent encore plus ces circuits de décision. Mais c'est l'agilité en grande entreprise et donc la création de petites équipes mixtes entre métier et tech, c'est la clé de la réussite. Nous, on a cette chance d'être une petite structure où le métier et la tech, on est assis côte à côte et on communique et on sait se parler. Et c'est absolument ça qu'il faut arriver à mettre en place dans toutes les structures, quelle que soit leur taille, en fait. Et tu vois, moi, au sein de Matrice, on est passé très rapidement de 4 employés à une trentaine d'employés, et on ressent justement, quand on a une croissance comme ça, la difficulté de travailler sur des projets transverses, de faire passer ces informations. Alors heureusement, on prône la bienveillance dans nos programmes, donc on arrive à le faire chez nous. Mais quand ton entreprise elle commence à augmenter, tu as aussi ces enjeux qui se créent dans les différents pôles, qui sont réfléchis dans les différents pôles, et c'est à ce moment-là où tu dois avoir des équipes pluridisciplinaires où forcément le CTO il se tape des réunions toute la journée pour discuter des évolutions, de comment est-ce qu'on peut construire de nouveaux projets, de nouvelles choses. Mais si tu mets vraiment tous les acteurs autour de la table qui auront toutes les compétences, et métiers, et tech, et design, tu peux arriver à avoir, même dans des grosses entreprises, des bons services. Après, ça dépendra du coup dans l'entreprise dans laquelle vous tomberez et quel type d'organisation elle aura. En fait, il est très important, alors dans toutes les structures, mais encore plus dans les grandes entreprises, d'identifier le décisionnaire. C'est-à-dire que ça sert à rien de passer des heures, des jours, des semaines à travailler sur un produit, une fonctionnalité avec le métier, la tech, etc. si finalement le décisionnaire n'est pas dans la salle et n'est pas impliqué. Parce que vous allez potentiellement perdre plusieurs semaines de travail quand il va débarquer et dire c'est pas ça que je veux. Donc il faut absolument, ça c'est un point clé, c'est identifier dans le circuit de décision qui est le décisionnaire. Il faut que cette personne soit impliquée dès le début. Mais c'est compliqué dans les grosses structures parce que quand le décisionnaire, il y a un problème un petit peu de délégation, c'est quelqu'un de très haut placé, il est évidemment jamais dispo. Et il va pas participer aux ateliers, etc. Et donc il va tout rechallenger s'il est mis dans la boucle trop tard. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, vous devez arriver avec des faits. Vous devez être très factuel, avec des mesures, avec du pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, je vais choisir cette techno, pourquoi on prend 6 mois à la place de prendre 3 semaines par rapport aux besoins du métier, par rapport aux besoins techniques et à la pérennité de la solution. Exactement. Voilà. Et donc, je pense qu'on va… Ouais. Non, vas-y. J'allais passer à la conclusion, mais si tu voulais rajouter quelque chose. Voilà, c'est sûr sur la partie la dette technique, en fait, là, souvent les grosses entreprises, elles ont un énorme SI qui est souvent pas cohérent, ce qui est normal. Et en fait, la moindre chose que vous voulez faire, c'est non seulement vous avez
X mille décisionnaires du point de vue métier, mais vous avez énormément d'impact côté SI aussi, et il y a autant de différentes parties de la DSI qui sont à mettre dans la boucle. Donc c'est compliqué parce que vous n'avez pas juste un CTO, mais vous avez on va dire potentiellement des dizaines de services différents à la DSI qui sont impactés. Donc ça, c'est aussi des choses à anticiper. Et ça, c'est aussi beaucoup de communication et beaucoup de pêche aux infos. Donc, c'est de la com, de la com, de la com. Donc, allez trouver les infos des gens qui sont dans l'opérationnel, qui n'ont pas le temps d'être proactifs, que vous allez saouler en leur demandant des questions. Donc, il faut quand même aller leur poser des questions pour finalement leur faire gagner du temps à long terme. Voilà, ça c'est ultra compliqué aussi dans les grandes entreprises. Les gens sont souvent débordés et beaucoup dans l'opérationnel. Voilà, j'ai fini. On peut passer à la conclusion. Eh ben, passons à la conclusion. Et je te laisse commencer d'ailleurs. Ouais. Donc alors on a vu le point numéro 1, c'est comprendre les besoins, les challenger. Et les comprendre, ça veut dire comprendre ce que veut le client, comprendre pourquoi il veut ça, et parfois peut-être lui expliquer que ce qu'il veut, c'est pas exactement ce qu'il veut vraiment. C'est comme quand c'est ce qui est normal, hein, il ne sait pas vers quoi exactement il veut aller et il n'en connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Et en fait, il y a toute une série de questions à poser. Vous posez juste pourquoi. C'est comme des enfants à la fin, au bout de 3 pourquoi, vous en êtes aux origines de l'univers. Ben là, c'est pareil. Pourquoi vous voulez ça? Et souvent, il va vouloir vous imposer un peu une solution technique parce qu'il a vu ça, il a entendu parler de quelque chose, il a vu un concurrent faire la même chose. Et ça, vous pouvez assez facilement, du coup, le challenger. Et pour le challenger, il faut comprendre. Il ne faut pas dire non, il faut dire oui, mais j'ai peut-être une solution plus simple. Ça, c'est ultra important. Oui, ça passe mieux. C'est diplomate. Et il faut aussi comprendre où en est le développement du produit. Dans quelle structure tu tombes, dans quel type d'entreprise, parce que c'est à ce moment-là que tu vas faire des choix sur tes technos, que tu vas faire des compromis aussi si t'as du temps, si t'as peu de temps. C'est quoi l'objectif de ce produit. Et grâce à ça, tu vas pouvoir te positionner. Encore une fois, c'est assez lié, comprendre les besoins et les challenger. Mais par rapport à ton produit, tu vas pouvoir positionner ta mission, te positionner dans une situation où tu vas coacher l'entreprise. Et toi, tu feras pas les mêmes choix de développement si tu as ton produit qui est en phase de lancement ou en phase de croissance. Voilà. Ensuite, c'est être force de proposition. Alors, c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais là, le but, c'est pas que vous expliquiez au client comment faire son métier, mais c'est arriver à proposer des solutions. Pour moi, c'est toujours la même chose, des solutions les plus simples possibles et les plus rapides possibles, tout en étant propre. Et pour ça, c'est vraiment arriver à décomposer. Ça revient à comprendre et challenger les besoins. C'est vous décomposer son besoin en une multitude de sous-besoins. Et ça, je vous invite vraiment à aller regarder la méthodologie utilisée par Basecamp parce qu'elle est ultra pragmatique. C'est vraiment se concentrer sur l'essentiel et ensuite on regarde si ça vaut le coup de faire les détails. Et être force de proposition, c'est aussi ça, c'est dire, OK, ce besoin complexe, je vais le découper en sous-besoins, on va le prioriser ensemble, je vais expliquer qu'est-ce qui coûte cher, qu'est-ce qui coûte pas cher, quels sont les impacts si je fais ça. Là, il va falloir que je développe une API pour aller me connecter à l'ERP, alors que si on a une solution plus simple, je peux me permettre, par exemple, juste d'utiliser un export XML, ça coûtera 4 fois moins cher à faire, et au lieu d'avoir un truc à jour en 2 minutes, j'ai un truc à jour en 1 heure. Est-ce que c'est grave? Non. Alors très bien, on part là-dessus. Et là, je viens d'économiser une semaine de travail avec 90% de la fonctionnalité qui est livrée. Donc, voilà, il y a plein de choses. C'est arriver à décomposer. Et la force de proposition, c'est pas seulement de dire non, ce que vous me demandez, c'est nul, j'ai pas envie de le faire. On va regarder comment on peut le faire de manière simple et surtout sans investir énormément d'argent. Vous savez, les fameux cycles en V de je veux ça, je travaille pendant 6 mois, je le livre. Ah non, en fait, c'est pas ça que je voulais. On recommence. D'arriver vraiment à décomposer, à faire les choses les plus importantes et les plus, on va dire, structurantes en premier. Et c'est ça pour moi être force de proposition, c'est de proposer ce découpage très pragmatique.
Et le client, il ne pourra pas vous dire non quand vous allez dire on va faire un truc, on va limiter le risque, parce qu'en faisant dès le début la partie la plus importante, et on va pouvoir très vite rectifier le tir si ça marche pas, il peut pas vous dire non là-dessus. Voilà. Et du coup, en parlant du client, c'est important de comprendre le contexte de l'entreprise. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'arrive face à un nouveau potentiel client, je dois passer une demi-heure, une heure à juste l'écouter parler, écouter ses problématiques, écouter, et je vais faire ces deux points en même temps, mais écouter là où est-ce qu'il veut aller, quelles sont ses limites en termes de temps, quels sont ses objectifs aussi. Cette entreprise, elle s'inscrit dans quoi? Pourquoi est-ce qu'il développe ce projet-là? Comment est-ce que toi, tu vas pouvoir te positionner? Quelle va être ta mission? Quel va être ton rôle? Est-ce que tu arrives dans une entreprise qui a déjà une équipe qui est bien établie avec un contexte qui est serein? Est-ce que tu arrives dans une grande entreprise où il y a des jeux politiques, le métier n'aime pas du tout la tech parce que la tech dit tout le temps non, la tech n'aime pas le métier parce que les demandes sont jamais qualifiées? Comprendre un petit peu tout ce contexte dans lequel tu vas évoluer. Des fois, c'est d'ailleurs très positif. T'arrives dans une entreprise qui est très bien, hein, parce qu'on n'arrête pas de dire que ça peut être négatif. Mais c'est vraiment important de savoir où est-ce que tu vas aller et de connaître aussi tes collègues, parce que si tu veux pouvoir aller leur poser des questions à ces personnes du métier, à ces personnes de l'opérationnel, il va falloir que toi tu fasses du relationnel avec eux, il va falloir qu'ils sentent que tu t'engages dans leurs différents métiers, que tu t'engages, que tu es vraiment là pour faire évoluer la boîte, parce que un développeur, n'importe quelle tâche qu'il fera, elle va contribuer à l'épanouissement de l'entreprise, au fait qu'elle grossisse. Et pour ça, il faut vraiment que tu comprennes vraiment comment est-ce que ça marche, à quoi ça sert, c'est quoi leur mission, vers quoi ils vont. Et je vais enchaîner sur comprendre la stratégie de développement du produit, parce qu'on en a quand même beaucoup parlé. Prendre en compte les perspectives d'évolution, c'est très important. Moi, j'ai une start-up il y a pas très longtemps que j'ai coaché, qui en fait leur produit, dans peu de temps, ils vont devoir le connecter à un logiciel de gestion basique, mais ils n'ont pas pris en compte encore au moment du premier POC comment est-ce qu'ils allaient faire. Alors en tant que développeur, c'est là pour les conseiller, leur dire mais ce sera quoi la feature d'après, c'est quoi ton objectif, ce sera quoi ton marché, tu veux être connecté à quoi. Et grâce à toutes ces questions, tu vas pouvoir mettre des contraintes au fur et à mesure et dessiner un cahier des charges qui va être un petit peu différent de ce qui t'a été demandé, parce que le demandeur, quand il va formuler sa mission en phase de lancement surtout, il va arriver avec un minimum product, ou même en phase de croissance, mais il a en tête toutes les fonctionnalités qui vont arriver, mais toi tu peux pas les connaître si tu vas pas chercher où est-ce que cette entreprise va aller. Et après, du coup, il va falloir les challenger, et pour les challenger, il faut, Adrien. La façon la plus simple de challenger, c'est d'être factuel. Et la façon la plus simple d'être factuel, c'est de s'appuyer sur des mesures. Donc, comme par exemple, on a parlé, comme par exemple les tests AB, tout ce qui est reporting sur du Google Analytics, quand vous êtes sur du B2C, des stats, ça prend du temps. Ça peut être très consommateur d'aller analyser la donnée, analyser un comportement utilisateur. Mais enfin, ces chiffres, ils peuvent pas mentir. C'est ultra factuel. Et derrière, il y a plus de c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. Il n'y a plus de guerre de chapelle ou autre. Les chiffres, ils sont là. Il n'y a plus de jugement en fait. Il n'y a pas de ton idée est mauvaise parce que je pense que la mienne est meilleure. C'est voilà, les chiffres ont parlé. Donc il faut être factuel. C'est la façon la plus simple de défendre ses idées et d'arriver à de trouver des solutions optimales. Voilà, moi, il y a deux conclusions pour moi sur comment réussir sa mission. C'est
être pragmatique, être factuel. Et pas rentrer dans des enjeux autres de politique ou autre. On ne pourra jamais vous le reprocher, ça. Voilà. Donc, je pense qu'on peut conclure là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Oui, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Ouais, c'était vraiment un webinaire hyper complet qui abordait un peu tous les sujets de A à Z sur la problématique. Donc, merci déjà Adrien et Stéphanie pour ce super webinaire. Donc, ouais, si vous avez des questions, c'est le moment. Après, je pense que certains pourront peut-être même partager ce webinaire à des collègues ou d'autres membres de l'équipe parce que ça pourrait permettre, je pense, à beaucoup de mieux bosser ensemble. Oui, il y aura un replay. Donc, vous pouvez partager le webinaire à d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Et ouais, encore une fois, je pense que ça peut être utile à beaucoup de personnes et beaucoup de sociétés pour bosser efficacement ensemble. Et ouais, encore une fois, merci Adrien et Stéphanie. De rien. Vraiment... Et on pourra diffuser la presse et notamment les liens là de la dernière page. Il y a vraiment des choses intéressantes à reprendre. Hein. Je me répète, hein, c'est mon âge, je deviens un peu gâteux. La méthode Basecamp est ultra intéressante. Et elle diffère un peu de la méthode Agile, beaucoup même d'ailleurs. Et moi, elle me parle beaucoup plus que la méthode Agile pure. Donc, je vous invite à reprendre les articles qu'on vous a listés et de prendre le temps de les lire. Voilà. Je vous enverrai par mail la présentation, comme ça vous pourrez tous y avoir accès. Et puis voilà, merci beaucoup de votre attention. Et puis peut-être à bientôt, on recommencera. Oui, on a régulièrement ce webinaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le MixLab si vous voulez vous-même partager votre expérience ou si vous avez des idées d'événements ou de sujets que vous avez envie qu'on aborde, n'hésitez pas à mettre ça sur le MixLab. Et du coup, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous souhaiter tous une bonne soirée. Et merci encore à vous deux pour cette super présentation. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.